Lu et signé. Lu et signé. Lu Et signé. Lu, lu lu et signé. lu Lu et signé. Lu et signé. Elle demeura là longtemps, comme hypnotisée, à contempler non le présent de Mrs. Copp, mais son propre passé. Gannett était parti de bonne heure, ce matin-là, pour une longue promenade. Il avait pris l'habitude de vagabonder ainsi dans la montagne, avec divers compagnons d'hôtel. Mais eût-il été à sa portée, Lydia ne serait pas allée le trouver maintenant. Elle avait trop à faire avec elle-même, d'abord. Elle reconnaissait avec surprise à quel point, pendant ces derniers mois, elle avait perdu l'habitude de l'examen de conscience. Depuis leur arrivée à l'hôtel Bellosguardo, elle et Gannett s'étaient tacitement évités eux-mêmes comme ils s'évitaient l'un l'autre. Elle fut rappelée à elle-même par le sifflet du bateau de 15 heures qui approchait du débarcadère. Le débarcadère était à 2 pas de la grille. 15 heures. Gannett serait bientôt de retour. Il lui avait dit de l'attendre avant 16 heures. Elle se leva brusquement, se détourna de l'hôtel, de cette façade inquisitive. Elle n'avait pas encore le courage de voir Gannett, de rentrer. Elle se glissa dans une des allées couvertes, puis s'engagea dans un sentier qui menait à la montagne. Il faisait nuit quand elle ouvrit la porte de leur salon. Gannett était assis sur le rebord de la fenêtre, fumant une cigarette. La cigarette, maintenant, était sa grande ressource. Il n'avait pas écrit une ligne durant les 2 mois qu'il venait de passer à l'hôtel Bellosguardo. De ce point de vue, ce n'était décidément pas le milieu rêvé. À son entrée, il se leva. « Où étiez-vous donc ? Je commençais à m'inquiéter. » Elle s'assit sur une chaise près de la porte. « Dans la montagne, répondit-elle sur un ton de lassitude. « Seule ? » ?»« Oui. » Il jeta sa cigarette. La voix avait sonné de telle sorte qu'il éprouvait le besoin de voir la figure. « Allumons-nous » suggéra-t-il. Comme Lydia ne répondait pas, il souleva le globe de la lampe et mit une allumette contre la mèche. Puis il la regarda. « Qu'y a-t-il ? Vous semblez éreintée. » Elle s'assit et parcourut d'un œil vague le petit salon où la pâle lueur de la lampe permettait à peine de deviner les lignes du mobilier, le bureau couvert de livres et de papiers, les gerbes de jasmin et de rose-thé qui se fanaient sur la cheminée. « Comme tout cela est devenu cher et familier, pensa-t-elle. « Lydia, qu'y a-t-il » répéta Gannett. Elle s'éloigna de lui, tâta les épingles de son chapeau et s'écarta pour poser sur la table chapeau et ombrelle. Tout à coup, elle dit « Cette femme m'a parlé. » Gannett ouvrit de grands yeux. « Cette femme ? Quelle femme ?»« Mrs. Linton, ou plutôt Mrs. Copp. » Il eut un geste d'ennui, mais elle vit clairement qu'il ne saisissait pas toute l'importance de ses paroles. « Diable ! Elle vous a dit ? Elle m'a tout dit. » Gannett la regarda anxieusement. « Quelle impudence ! Je suis navrée, ma chérie, que vous ayez été exposée à pareille chose. »« Exposée ?» Lydia se mit à rire. Le front de Gannett se rembrunit et ils détournèrent les yeux l'un de l'autre. « Savez-vous pourquoi elle m'a tout raconté ? Pour la meilleure des raisons. Parce que dès le premier regard, elle a deviné que nous étions toutes les deux affourées dans le même sac. » Lydia ! Il était donc tout naturel que dans son embarras, elle eut recours à moi. Quel embarras ? Elle a lieu de croire, paraît-il, que la famille de Lord Trevenna cherche à le faire rompre avant qu'elle ait obtenu son divorce. Alors ? Elle s'est imaginée qu'il vous avait consulté hier soir sur le meilleur moyen de se débarrasser d'elle. Gannett se leva furieux. « Eh bien, en quoi toute cette sale affaire vous regarde-t-elle ? Pourquoi cette femme est-elle allée vous trouver ? Vous ne le voyez pas ? C'est pourtant bien simple. Je devais vous soutirer le secret de Lord Trevenna. » Pour l'obliger, elle ? Oui. Ou bien, si je ne voulais pas l'obliger, pour me préserver, moi. Pour vous préserver, vous, et de qui ? D'elle. Qui pourrait dire à tout le monde dans l'hôtel que nous sommes toutes les deux affourées dans le même sac. Elle vous en a menacé ? Elle m'a laissé le choix de le dire moi-même ou le laisser dire par elle.
La gueuse. Il y eut un long silence. Lydia s'était assise sur le canapé, hors du cercle de la lampe. Ganette s'appuyait contre la fenêtre. « Quand cela s'est-il passé? Je veux dire, à quelle heure ?» Elle lui jeta un regard vague. « Je ne sais pas. Après le déjeuner, je crois. Oui, je me rappelle, c'était vers 15 heures. » Ganette revint au milieu de la pièce et, comme il approchait de la lumière, Lydia vit que son front s'était éclairci. « Pourquoi me demandez-vous cela ?» dit-elle. « Parce que, au moment où je suis rentrée, vers 15h30, on distribuait le courrier et Mrs. Copp attendait comme d'habitude pour fondre sur ses lettres. Vous savez qu'elle guette toujours le facteur. Comme elle était tout près de moi, je n'ai pu m'empêcher de voir une grande enveloppe d'aspect officiel qu'on lui remettait. Elle l'a déchirée, a jeté un coup d'œil sur le contenu et filé en coup de vent pour remonter chez elle, tandis que le gérant lui criait qu'elle avait oublié toutes ses autres lettres. Je ne crois pas qu'elle ait un moment repensé à vous après que ce papier fut dans ses mains. Pourquoi ? Parce qu'elle était trop affairée. J'étais à la fenêtre vous guettant lorsque le bateau de 17h est parti. Et devinez qui j'ai vu monter à bord, avec armes et bagages, domestiques, femmes de chambre, sacs de voyage et caniches. Mrs. Copp et Trevna. Juste 1h30 pour tout emballer. Il fallait la voir quand ils sont partis. Elle était radieuse, serrant la main à tout le monde, agitant son mouchoir du haut du pont, distribuant des saluts et des sourires comme une impératrice. Si jamais femme a reçu à point nommé ce qu'elle désirait, c'est bien celle-là. Je parie qu'avant une semaine, elle sera Lady Trevna. Vous croyez qu'elle a obtenu son divorce? J'en suis sûre. Et elle doit en avoir reçu précisément la nouvelle après sa conversation avec vous. Lydia garda le silence. À la fin, elle dit avec une espèce de gêne, « Elle était furieuse quand elle m'a quittée. Il ne fallait pas beaucoup de temps pour parler à Lady Suzanne Condit. » Elle n'a pas parlé à Lady Suzanne Condit. Comment le savez-vous? Parce qu'en descendant il y a une demi-heure, j'ai rencontré Lady Suzanne. Il se tut avec un demi-sourire. Eh bien? Et elle s'est arrêtée pour me demander si je pensais que vous consentiriez à être patronnesse d'un concert de charité qu'elle organise. Malgré eux, ils éclatèrent de rire. Le rire de Lydia a fini par des sanglots. Et elle tomba sur un fauteuil, la figure cachée dans ses mains. Ganette se pencha sur elle et s'efforça de dégager son visage. « La vilaine femme, dit-il. J'aurais dû vous prévenir de vous tenir à distance. Je ne me pardonne pas d'y avoir manqué. Il m'avait parlé sous le sceau du secret et je n'aurais jamais imaginé... Enfin, tout cela est fini. » Lydia leva la tête. « Pas pour moi. Ce n'est que le commencement. Que voulez-vous dire ?» Elle l'écarta doucement et se dirigea vers la fenêtre. Là, tournée vers l'obscurité du lac, elle continua. « C'est que, voyez-vous, cela pourrait arriver encore, à tout moment. » « Quoi ? » ?»« Cela, ce risque d'être découvert. Et nous pourrions difficilement compter une autre fois sur une aussi heureuse combinaison de hasard. » Il s'assit en gémissant. Elle, obstinément tournée vers la nuit, reprit alors. « Je désire que vous alliez tout dire à Lady Suzanne et aux autres. » Ganette, qui marchait vers elle, s'arrêta. « Pourquoi ?» demanda-t-il enfin, avec moins de surprise dans la voix qu'elle ne s'y attendait. « Parce que je me suis conduite bassement, abominablement, depuis que nous sommes ici, laissant croire à ces gens que nous étions mariés, mentant pour ainsi dire chaque fois que je respirais. »« Oui, c'est ce que j'ai senti aussi, » s'écria Ganette avec une énergie soudaine. Ces mots secouèrent Lydia comme une tempête. Il lui sembla que toutes ses pensées tombaient autour d'elle en ruine. « Vous aussi, vous avez senti cela ?»« Oui, certes, » répondit-il d'une voix basse et véhémente. « Me croyez-vous donc mieux fait que vous pour le rôle de lâche que nous jouons ? C'est une infamie. » Il retomba sur le bras d'un fauteuil et tous deux se regardèrent comme des aveugles qui tout à coup voient clair. « Mais cependant, vous êtes plus ici ?» dit-elle avec hésitation. « Oh oui, je me suis plus ici. » Il se mit à marcher avec impatience. « Vous aussi, n'est-ce pas ?»« Oui, s'écria-t-elle. C'est ce qu'il y a de pis. C'est ce que je ne puis supporter. Je croyais rester pour vous, parce que vous pensiez pouvoir écrire ici, et peut-être au début était-ce vraiment la raison. Mais ensuite, c'est pour moi que j'ai voulu rester ici. Je m'y suis plus. » Elle éclata de rire. « Oh, voyez-vous la mère dérision de la chose ?
Ces gens, les prototypes même des gens assommants dont vous m'aviez éloigné, avec les mêmes œillères, la même moralité qui consiste à ne pas marcher sur les gazons, les mêmes petites vertus circonspectes et les mêmes petits vices poltrons, eh bien, je me suis cramponnée à eux, j'en ai fait mes délices, j'ai fait de mon mieux pour leur plaire, j'ai flagorné Lady Susan, j'ai potiné avec Miss Pinson, j'ai été bégueule avec Mrs. Unger. La respectabilité, c'était la chose du monde qui, j'en étais persuadée, m'était la plus indifférente. Et voilà qu'elle m'est devenue si précieuse que je l'ai volée parce que je ne pouvais plus la voir autrement. Elle traversa la pièce, revint près de Gannett et se mit à rire de nouveau. Moi, qui me croyais si ennemie du convenu. On dirait que je suis née un porte-carte à la main. Il fallait me voir avec cette pauvre femme dans le jardin. Elle est venue, la malheureuse, me demander aide parce que, d'après elle, ayant péché, comme ils disent, je devais avoir quelque pitié de celles qui ont succombé aux mêmes tentations. Eh bien non, elle ne me connaissait pas. Lady Susan aurait été plus compatissante parce que Lady Susan n'aurait pas eu peur. J'ai détesté cette femme. Je n'ai eu qu'une seule idée, ne pas être vue avec elle. Je l'aurais tuée pour avoir deviné mon secret. La seule chose qui m'importait à ce moment, c'était ma position auprès de Lady Susan. Gannett ne disait rien. « Et vous ? Vous l'avez senti aussi ?» continua-t-elle d'un ton amer. « Vous avez été tout aussi heureux que moi de vous trouver avec ces gens-là. Vous avez laissé l'aumônier vous parler pendant des heures religion et morale. Lorsqu'on vous a prié de faire la quête au temple, je vous guettais. Vous aviez envie d'accepter. » Elle vint tout contre lui, appuyait la main sur son bras. « Savez-vous que je commence à voir à quoi sert le mariage ? À tenir les gens à l'écart l'un de l'autre. Je me dis quelquefois que deux êtres qui s'aiment ne peuvent être sauvés de la folie que par tout ce qui vient se mettre entre eux. Enfants, devoirs, visites, corvées, relations, tout ce qui protège l'un contre l'autre les gens mariés. Nous avons vécu dans une intimité trop étroite. Voilà notre péché. Nous avons vu nos âmes à nu. Elle retomba sur le canapé, la tête dans ses mains. Gannett restait debout devant elle, perplexe. Il lui semblait qu'elle était entraînée par quelque implacable courant, tandis qu'il demeurait inutile sur la rive. Enfin, il parla. « Lydia, ne me dites pas que je suis stupide, mais ne voyez-vous pas, vous-même, que cela ne peut continuer ainsi ?»« Oui, je le vois bien, fit-elle sans lever la tête. Le visage de Gannett s'éclaira. « Alors, nous partirons demain. » « Nous partirons ? Pour aller où ? À Paris, nous marier. » Elle resta longtemps sans répondre, puis elle dit lentement : « Consentirait-on à nous recevoir ici si nous étions mariés ? » ?»« Nous recevoir ici ? Je veux dire Lady Susan et les autres ? Nous recevoir ? Mais oui, naturellement. Pas s'ils savaient, à moins qu'ils ne fissent semblant de ne pas savoir. » Il eut un geste d'impatience. « Nous ne reviendrons pas ici, certainement. Et les autres n'ont pas besoin de savoir. Personne n'a besoin de savoir. » Elle soupira. « Alors, ce n'est qu'une autre forme de tromperie, et plus méprisable encore. Est-ce que vous ne le voyez pas ? Je vois que nous ne devons pas de compte à Lady Susan, ni à ses pareils. Alors pourquoi avez-vous honte de ce que nous faisons ici ? Parce que j'en ai assez de faire comme si vous étiez ma femme quand vous ne l'êtes pas, quand vous ne voulez pas l'être. » Elle le regarda tristement. Si j'étais votre femme, il vous faudrait continuer. Il vous faudrait faire comme si je n'avais jamais été autre chose. Et nos amis seraient forcés de faire comme s'ils vous croyaient. Gannett arracha le gland du canapé, le jeta violemment par terre. « Vous êtes impossible, gémit-il. Ce n'est pas moi, c'est de vivre ensemble qui est impossible pour nous. Je veux seulement vous montrer que le mariage n'y ferait rien. » Qu'est-ce qui pourrait y faire quelque chose alors ? Elle releva la tête. Que je vous quitte ? Que vous me quittiez ? Il restait là, sur le canapé, immobile, regardant le gland qui gisait à l'autre bout de la pièce. Enfin, poussé par quelque instinct de lui rendre la douleur qu'elle lui infligeait, il dit lentement : « Et où iriez-vous si vous me quittiez ? » « Oh !» s'écria-t-elle. Aussitôt, il fut à son côté. « Lydia, Lydia, vous savez bien que ce n'est pas là ce que je voulais dire. Mais vous m'avez mis hors de moi. Je ne sais plus ce que je dis. »
Ne pouvez-vous donc cesser de vous torturer ainsi vous-même? C'est nous détruire tous les deux. C'est pourquoi il faut que je vous quitte, comme vous dites cela facilement. Il abaissa les mains de Lydia et la contraignit de le regarder en face. Vous êtes très scrupuleuse pour vous et pour les autres. Mais avez-vous pensé à moi? Vous n'avez pas le droit de me quitter, à moins que vous n'ayez cessé de m'aimer. C'est parce que je vous aime. Alors j'ai le droit d'être écoutée. Si vous m'aimez, vous ne pouvez pas me quitter. Les yeux de Lydia le défièrent. Pourquoi pas? Il lâcha ses mains et se leva. Vous le pourriez? Dit-il tristement. Il était tard. La lueur de la lampe vacilla et s'éteignit. Lydia se mit debout avec un frisson et se dirigea vers sa chambre. Au petit jour, un bruit qui se faisait dans la chambre de Lydia réveilla Ganette d'un sommeil inquiet. Il se mit sur son séant, il écouta, elle remuait doucement comme si elle eût craint de le déranger. Il l'entendit repousser une des persiennes qui grinça, puis il y eut un moment de silence. Il pensa qu'elle attendait de savoir si le bruit l'avait réveillée. Bientôt, elle recommença de remuer. Elle avait eu sans doute une nuit d'insomnie et s'habillait pour aller respirer au jardin. Ganette se leva aussi, mais par un indéfinissable instinct, ses mouvements étaient aussi prudents que ceux de Lydia. Il se glissa vers la fenêtre à pas de loup et regarda par les lames de la persienne. Il avait plu pendant la nuit. L'aube était grise et triste. Les montagnes de l'autre côté du lac, emmitouflées de nuages, se réfléchissaient à sa surface comme dans un miroir terni. Dans le jardin, les oiseaux commençaient à secouer les gouttes de rosée qui pendaient aux branches des lauriers-tins immobiles. Ganette se sentit pris d'une immense pitié. L'apparente indépendance intellectuelle de Lydia l'avait aveuglé, lui, pour un temps, sur le caractère féminin de son esprit. Il n'avait jamais songé qu'elle pût, tout comme les autres femmes, pleurer et chercher un appui. Ses intuitions étaient d'une telle lucidité qu'on les prenait pour le résultat d'un raisonnement. Il voyait maintenant la cruauté qu'il avait commise en la détachant des conditions normales de la vie. Il constatait la profondeur avec laquelle Lydia avait pénétré jusqu'à la véritable cause de leur souffrance. Leur vie était impossible, comme elle avait dit, et son pire châtiment, c'était qu'elle avait rendu toute autre vie impossible pour eux. Même si son amour à lui avait diminué, il s'était lié à Lydia maintenant par tous les liens de la pitié et du remords. Et elle, la pauvre enfant, était forcée de revenir à lui comme Latude à son cachot. Un nouveau bruit le fit tressaillir. C'était la porte de Lydia qui se fermait avec précaution. Il s'approcha de la sienne sur la pointe des pieds. Il entendit les pas de Lydia s'éloigner dans le couloir. Alors, il retourna à sa fenêtre et regarda dehors. 1 ou 2 minutes après, il la vit descendre les marches du porche et entrer dans le jardin. Il ne pouvait distinguer sa figure. Mais il y avait dans son apparence quelque chose qui le frappa. Elle portait un long manteau de voyage sous les plis duquel il reconnut le relief d'un sac ou d'un paquet. Il poussa un grand soupir et continua de l'observer. Elle descendit rapidement l'allée de laurier-tins qui menait à la grille, puis elle s'arrêta un moment et parcourut des yeux la petite place ombragée. Sous les arbres, les bancs de pierre étaient vides. Elle parut puiser du courage dans la solitude qui l'entourait, car elle traversa la petite place vers l'embarcadère du Vapeur et fit une pause devant le guichet au bout du quai. Maintenant, elle prenait son billet. Ganette se retourna pour regarder l'heure à la pendule. Le bateau serait là dans 5 minutes. Il n'avait que le temps de sauter dans ses habits et de la rejoindre. Il ne bougea pas. Une force obscure le retint. Si, dans le tumulte de ses sentiments, une pensée surnageait, c'était qu'il devait la laisser aller si tel était son désir à elle. La veille au soir, il avait parlé de ses droits à lui. Quels droits? En fin de compte, ils étaient, lui et elle, 2 êtres séparés qui n'étaient pas fondus en un seul par le miracle de corvée, d'obligation, d'abnégation commune, mais se trouvaient liés ensemble dans une noyade de passion
où ils résistaient tout à la fois et se cramponnaient l'un à l'autre en coulant. Après avoir pris son billet, Lydia était restée là un moment, les yeux errants à travers le lac, puis il la vit s'asseoir sur un des bancs près de l'embarcadère. Lui et elle, à cette minute, guettaient le même son, le sifflet du vapeur qui doublerait le promontoire voisin. Ganette se retourna pour regarder encore la pendule. C'était l'heure du bateau maintenant. Où irait-elle? Que serait sa vie après qu'elle l'aurait quittée? Elle n'avait pas de proches parents, elle avait peu d'amis. De l'argent, elle en avait assez, mais elle demandait tant de choses à la vie, et si complexe et tellement immatérielle. Il se la figura marchant nu-pieds à travers un désert pierreux. Personne ne la comprendrait, personne ne la plaindrait. Et lui qui la comprenait et qui la plaignait, il était impuissant à lui venir en aide. Il vit qu'elle s'était levée de son banc et qu'elle s'était avancée vers le bord du lac. Elle resta là, regardant du côté d'où devait venir le vapeur. Puis elle retourna au guichet, sans doute pour demander la cause du retard. Ensuite, elle revint vers le banc et s'y assit, la tête penchée. À quoi pensait-elle? Le sifflet retentit soudain. Lydia tressaillit et Ganette fit un mouvement involontaire vers la porte. Puis il revint à son poste et continua de l'observer. Elle resta là, immobile, les yeux fixés sur la tramée de fumée qui précédait l'apparition du bateau. Enfin, le petit bâtiment contourna la pointe. Un cadavre blanc sur l'eau couleur de plomb. 1 minute après, haletant, il faisait machine en arrière contre le quai. Les quelques voyageurs qui l'attendaient, 2 ou 3 paysans et un prêtre, étaient groupés auprès du guichet. Lydia demeurait à part, sous les arbres. Le vapeur était maintenant à quai. On jeta la passerelle et les paysans montèrent avec leurs paniers de légumes suivis du prêtre. Cependant, Lydia ne bougeait toujours pas. Une cloche tinta plaintivement, puis ce fut un rugissement de vapeur. Quelqu'un apparemment avait crié à la voyageuse qu'elle serait en retard. Elle s'élança, comme pour répondre à un appel. Elle s'avança d'un pas indécis, puis, au bord du quai, elle s'arrêta. Ganette vit un matelot lui faire signe, la cloche sonna encore et Lydia mit le pied sur la passerelle. À mi-chemin de la courte pente qui menait au pont, elle s'arrêta de nouveau, puis se retourna et revint en courant au bord. On retira la passerelle. La cloche cessa de tinter et le bateau se remit en marche. Lydia, lentement, revenait vers le jardin. En approchant de l'hôtel, elle leva furtivement les yeux. Ganette disparut de la fenêtre. Il s'assit auprès de la table. Un indicateur de chemin de fer était là, sous sa main, et, machinalement, sans savoir ce qu'il faisait, il se mit à chercher les heures des trains pour Paris.